le Forum international de la cybersécurité. Nous vous accueillons au Hacking Lab avec une suite d'intervenants venant présenter différents sujets avec aujourd'hui sur ce créneau de 15h10 l'Université de Grenoble représentée par M. Paolo Maestri qui est ici et qui vient nous parler des Variable Length Instruction Set, Feature or Bug. Je vous rassure, ce sera en français. Et le format est assez simple, 30 minutes pendant lesquelles Paolo fera la présentation de son sujet avec par la suite des échanges en questions-réponses où je viendrai vous trouver dans le public avec des micros. Je vous laisse vous installer, je vous laisse vérifier la technique. C'est bon pour vous ? Parfait. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, je vous laisse le micro. Je vous souhaite à tous bonne conférence et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Bien, la présentation sera en français, mais avec un petit accent italien, comme vous pouvez entendre. Voilà, je vous présente ce travail qui a été mené à l'Université Grenoble-Alpes avec une collaboration avec les laboratoires TIMA, les laboratoires Verimag, qui sont les deux à Grenoble, et les laboratoires LCIS qui est à Valence, et qui a été financé par l'université. Donc les financeurs sont contents maintenant que j'ai fait mes remerciements. Et je peux continuer avec les contenus scientifiques. Alors, il s'agit du travail fait par un doctorant chez nous, qui est le prénom que vous trouvez sur l'écran, Yabal Shaer. C'est grâce à lui qu'on peut vous présenter ce travail-là, parce que c'est vraiment lui qui a trouvé cette vulnérabilité. On va parler de, le titre le disait, même s'il est en anglais, jeu d'instruction à longueur variable. Est-ce que c'est utile? Bon, c'est utile, on le sait, mais est-ce que ça pose aussi un problème? Et on verra que ça pose des problèmes, notamment par rapport aux attaques par faute. Alors là, en cybersécurité, on connaît ce que c'est une attaque par faute. On va perturber le comportement d'un système, un système qui peut être totalement matériel, donc totalement implémenté sur un circuit ASIC ou une architecture FPGA, ou sur du logiciel embarqué qui tourne sur un microcontrôleur. Et on peut le perturber avec des techniques diverses et variées. On peut aller des plus simples, comme c'est les glitches sur l'horloge ou les tensions d'alimentation, jusqu'à des techniques beaucoup plus puissantes, comme les injections électromagnétiques, les injections laser, ou les rayons X, comme récemment on a des papiers qui sont dans l'état de l'art. Ceci dit, on peut aussi négliger la façon dans laquelle on injecte les fautes, parce que les fautes vont injecter des erreurs. C'est ça qui va réduire la sécurité de notre système. Et donc, il faut comprendre l'erreur qui est injectée afin de se protéger. Sauf que, selon la personne avec laquelle vous parlez, ils vont vous dire l'erreur, c'est un courant qui est généré dans les silicium. Bon, non, l'erreur, c'est juste un bit flip d'un registre. Non, l'erreur, c'est un delay, un signal qui n'arrive pas à temps, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux pour modéliser, pour interpréter et analyser ces erreurs, qui vont du plus bas, donc vraiment le niveau physique, jusqu'au niveau plus élevé, qui est le niveau logiciel de l'application, dans lequel, pour nous, l'erreur, c'est un saut d'instruction ou une corruption de données, souvent. Mais si on arrive à comprendre bien les mécanismes d'injection des fautes, on arrive à comprendre quel type d'erreurs sont injectées, et donc on peut aussi prévoir des contre-mesures à la fois au niveau matériel ou au niveau logiciel pour se protéger contre les erreurs et ne pas dépenser des ressources inutiles sur des protections qui vont être excessives par rapport à la menace qu'on est en train d'adresser. Donc, jusqu'ici, l'état de l'art est présenté pour la plupart des modèles de faute qui étaient corruption de données ou corruption d'instructions, mais avec les messages que, au final, c'est tout aléatoire, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, ce travail, on l'a publié il y a un an, à peu près, un peu moins. Dans le temps, on a dit qu'il y a encore quelque chose qu'on ne comprend pas bien et c'est vraiment, on peut dire que c'est aléatoire, mais ce n'est jamais le cas. C'est jamais aléatoire, c'est juste qu'on ne comprend pas encore. Et ici, on va voir comme le jeu d'instruction à longueur variable a une influence sur le type d'erreur que vous allez obtenir. Donc, qu'est-ce que c'est les jeux d'instruction à longueur variable? En fait, vous voulez minimiser la taille que votre code prend en mémoire, et pour cela, vous décidez de raccourcir les instructions les plus possibles.
Ça veut dire que si une instruction peut être stockée sur 16 bits au lieu que 32, bon, tant mieux. Ça prend moins de mémoire, ça prend moins de cycles pour faire le chargement de la mémoire, etc. Il y a pas mal d'exemples d'instructions à jeux d'instructions à longueur variable. Donc le langage, l'assembler x86, c'est peut-être un des cas les plus connus parce que les instructions vont de 1 à 15 octets. Mais aussi d'autres systèmes utilisent ce même mécanisme, et notamment, entre autres, le RISC-V, avec les jeux d'instruction RVC, mais aussi les jeux d'instruction ARM, SAMP2, qui permettent d'exécuter des instructions à 16 et à 32 bits. Donc là, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que si on se place au niveau instruction pour modéliser les erreurs, on va perdre la vision précise de ce qui se passe. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est que nous, on veut se placer pas au niveau instruction, même pas au niveau assembler, mais au niveau du codage de l'instruction qui est stocké dans la mémoire flash du microcontrôleur. Et on va montrer un exemple de faute, de modèle de faute qu'on peut induire, modèle plus simple de ce qui existe dans la littérature, des vulnérabilités qu'on peut créer dans des codes, et aussi des solutions qu'on pourra adopter pour essayer d'être un peu plus protégé. Alors, tout ce que je vous présente, aujourd'hui, il n'y a pas de démo réelle sur la table, mais tout a été répliqué à la fois en simulation et expérimentalement sur des campagnes d'injection réelles. Donc, pour comparer tout ça, on a en général un code commun, un code logiciel qu'on va exécuter, un code très simple qui nous sert simplement pour pouvoir mettre en évidence les effets des erreurs et aussi être capable de les interpréter, de les repérer. Et on va exécuter à la fois ces codes sur une plateforme matérielle qui embarque un microcontrôleur avec les instructions variables et en simulation sur une description RTL de notre circuit pour essayer de comprendre d'où vient la faute, pourquoi on a cette erreur qui est injectée, etc. Les fautes qu'on va injecter sont essentiellement par glitch d'horloge. Okay, on a des pauvres laboratoires de recherche, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas de lasers. Mais les glitches d'horloge, c'est efficace. C'est simple et c'est très maîtrisable temporellement. Donc vous pouvez choisir le cycle d'horloge dans lequel vous injectez l'erreur et aussi des paramètres comme la largeur de l'impulsion du glitch et les décalages par rapport à front d'horloge afin de vraiment optimiser l'injection des fautes et maximiser l'obtention d'un certain résultat que vous cherchez. Alors, ces propriétés de précision temporelle tombent parfaitement bien pour une exécution du type logiciel, dans lequel on ne va pas regarder quelle partie du microcontrôleur sera impactée, mais on s'intéresse surtout à l'instruction qu'on va viser. La plateforme utilisée est la plateforme ChipWhisperer, qui est bien connue dans le domaine. Il s'agit d'une carte qui permet à la fois de faire de l'analyse par consommation et de l'injection des fautes par glitch. Ce que vous voyez à gauche, en fait, ça réplique un oscilloscope. Donc, un oscilloscope est un générateur des signaux. Donc, vous avez un microcontrôleur qui permet une communication très facile avec l'ordinateur. Une grosse puce qui est un FPGA, qui est essentiellement un buffer quand on récupère des traces de courant, donc ça va stocker des valeurs. Et sur la droite, par contre, vous avez la cible. La cible qui est les microcontrôleurs sur lesquels vous chargez votre logiciel, votre petit programme que vous allez attaquer, et sur lequel vous pouvez mesurer les courants et brancher et injecter les signaux d'horloge. Notamment, cette cible-là utilise un Cortex M3, qui est un microcontrôleur 32 bits, et qui a la particularité à la fois de supporter les jeux d'instruction SAM2, donc 16 et 32 bits, et aussi d'accéder au code par rapport à une interface qui est fixe à 32 bits. La mémoire flash, donc, les instructions sont récupérées 32 bits à la fois. Il peut donc s'arriver que quand on récupère 32 bits de la mémoire, ces 32 bits contiennent du code aligné, et donc tout va bien. On a soit une instruction à 32 bits ou deux instructions à 16 bits. Ou, si on a décidé d'optimiser les choses et les codes mélangés, on a du code non aligné. Code non aligné, ça veut dire que, soit on a
deux instructions en 32 bits qui sont chacune pour moitié dans les mots de mémoire qu'on vient de lire, ou qu'on a la moitié d'une instruction 32 bits et une instruction 16 bits qui va donc commencer ou terminer un désalignement dans la mémoire. Et toutes ces configurations peuvent être dans notre mémoire et peuvent avoir un comportement différent, comme on va voir. Alors, comme je vous ai dit, les codes qu'on va attaquer est très simple. Hein. C'est des instructions qui font essentiellement d'addition entre registres ou valeurs immédiates et similaires, avec deux instructions tout au début qui sont à 16 bits. Donc c'est un assignement et une logical shift left, un shift, un décalage du registre vers la gauche, et le reste c'est des additions. On a deux codes qu'on va exécuter, toujours les deux versions du code sur la même architecture. La première qui est toute alignée, parce que c'est deux instructions 16 bits et ensuite des instructions 32. Et la deuxième qui n'est pas alignée, parce que la première 16 bits après va désaligner tout ce qui va suivre après. Sachant que le fait de supprimer la première instruction ne va pas avoir de conséquences fonctionnelles sur notre algorithme, ça ne fait rien. Alors, on commence à voir quelques cas d'études de plusieurs expériences qu'on a lancées. Alors là, vous avez les golden case, les golden run, c'est-à-dire ce qu'on devrait avoir dans notre code quand on exécute l'algorithme et la représentation binaire de ce qu'on a dans la mémoire. Donc, chaque fois qu'on a les deux instructions 16 bits, elles sont récupérées de la mémoire d'un seul cycle, et après, on récupère une instruction à la fois à chaque coup d'horloge. Pour faciliter la lecture, vous avez des codes couleurs qui sont tout jolis, et donc ça vous permet de vous repérer sur les slides pour comprendre quel codage correspond à quelle instruction. Alors, on commence par pour comparer, disons, les modèles de fautes qui existent dans la littérature, dans lesquels on vise les instructions avec ce qu'on propose nous, où on analyse les stockages dans la mémoire. Donc, le premier scénario, c'est quand on fait un saut et une répétition d'une instruction. C'est-à-dire qu'on va sauter l'exécution d'une instruction spécifique et on va exécuter à la place l'instruction qui était juste avant dans les codes. Ce qu'on obtient, par exemple, si on saute l'instruction 3, l'instruction rouge, bon, on va pas l'exécuter et on va répéter l'exécution de l'exécution 2. Ceci correspond comme au code assembler qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de grosses différences. Les modèles de faute que nous on propose, ça correspond effectivement à saut d'une instruction et répétition de l'autre. Pour un modèle de faute simplement basé sur les sauts d'instruction, le principe est à peu près le même. On a qu'on peut sauter une instruction et dans ces cas-là, l'instruction n'est pas remplacée par une autre. Et donc, on va répliquer ces mêmes comportements on va voir ces mêmes comportements au niveau de l'assembler. Déjà, par contre, qu'est-ce qui arrive si on saute les premiers mots de mémoire, si on n'arrive pas à les charger de la mémoire? Dans ces cas, ce qu'on obtient, ce n'est pas les sauts d'une instruction, mais au final, on saute deux instructions. Parce que ces mots de mémoire à 32 bits contenaient deux instructions, et donc jusqu'à là, on va sauter deux instructions d'un coup. Donc déjà, avec le même mécanisme des fautes, parce qu'on a simplement perturbé les mécanismes de fetch de l'instruction, on va avoir trois comportements différents au niveau du code. Bon, mais jusqu'à là, c'est facile à comprendre et ce n'est pas intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est quand le code n'est pas aligné. En fait, là, vous avez les deuxièmes versions des codes. Qu'est-ce qui arrive si on applique les premiers modèles de faute qu'on a vus, le skip and repeat, saut et répétition d'instructions? Ça arrive que chaque fois qu'on remplace un mot de mémoire par une autre, on va changer l'interprétation, la lecture, le décodage de cette instruction dans les pipelines. Donc, par exemple, ici, on a supprimé la ligne 4, on n'a pas fait le fetch de cette instruction, et on l'a remplacé avec les mêmes bitcodes de l'instruction de la ligne 3. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est un code assembler qui n'a plus vraiment beaucoup à voir avec ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a les instructions initiales qui sont exécutées correctement, mais après, ce que vous allez voir, c'est
encore des instructions add, mais les opérants ne sont pas les mêmes. Une valeur est changée d'un registre en opérand immédiat parce que le fait de combiner les instructions, décoder les instructions a changé. En fait, vous pouvez voir que maintenant, chaque instruction 32 bits n'est plus stockée seulement dans la même cellule de mémoire, mais elle est interprétée selon la composition des 16 bits qui viennent du mot précédent et des 16 bits qui viennent du mot suivant. Donc, dans certains cas, par exemple, ici, on avait deux instructions add qui étaient deux add. Donc, on a l'impression qu'on a toujours le même code ici. Mais en fait, l'opcode qui était utilisé n'est pas le même. L'opcode d'une fait référence à un registre, l'opcode de l'autre fait référence à une valeur immédiate. Et donc, on va changer la façon d'interpréter le codage de l'opérant dans l'instruction suivante. Donc là, on va créer des instructions qui sont hybrides, un peu génétiquement modifiées. Et on va voir d'autres exemples. Donc avec les sauts d'instruction, à nouveau, c'est pareil. On va créer une nouvelle instruction qui est formée par les deux moitiés des instructions qui sont au bout. Et donc, on va obtenir, par exemple, à nouveau un add avec des opérants qui sont différents. Ou si on saute, par exemple, les premiers, là, ça devient encore plus intéressant. Parce que ce qu'on va sauter, c'est une instruction 16 bits et la première partie de l'instruction 32. Qu'est-ce qui nous reste? La moitié d'une instruction 32. Est-ce que c'est valable? Bon, au final, les microcontrôleurs ARM peuvent décider si c'est une instruction 16 ou 32 bits selon les premiers 5 bits de l'instruction. Si ces 5 bits n'ont pas les bons codages, bon, c'est une instruction à 16 bits. Et donc là, les 16 bits qui restent vont être interprétés comme une instruction 16 bits, pas comme une partie d'une instruction à 32. Et donc au final, c'est une nouvelle instruction. Nouvelle instruction, vous vous dites non, c'est toujours logical shift left, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais là, en fait, cette instruction vient du mot qui était partie du add. Donc ça vient du choix fait par les opérants de cette instruction. Si on avait d'autres opérants ici à la place du R1 et du 06, on aurait eu d'autres instructions exécutées à leur place. Et en fait, on peut voir dans les tableaux qu'il y a plusieurs façons de créer des nouvelles instructions selon les opérants qu'on met dans les valeurs qu'on met dans ces deux opérandes. Donc on peut créer un logical shift left, on peut créer un XOR, un chargement de la mémoire, un shift arithmétique, un enseignement ou un OR arithmétique, je crois, binaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, jusqu'ici, c'était des preuves de concept. On a essayé effectivement d'écrire un petit bout de code et forger cette nouvelle instruction qui nous aurait permis de bypasser des propriétés de sécurité définies par le développeur. On dit que, par exemple, le développeur ne veut pas que nous, on exécute avec notre microcontrôleur les codes qui a une adresse donnée. Et nous, par exemple, on sait quelle est la valeur de cette adresse et on la stocke dans le registre R8. Et avec les codes que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire un code non aligné sur la gauche et une instruction quelconque du tableau que vous avez sur la droite, si vous effectuez un glitch au bon moment, vous allez sauter, désaligner les codes, comme tout à l'heure, et vous allez exécuter ces 16 bits qui vont correspondre effectivement à un enseignement de la valeur de contenu d'un R8 dans le programme counter. Et vous allez créer un saut dans votre control flow qui n'était pas prévu, qui n'existait pas dans le code originel. On trouvait dans la littérature qu'il y a des résultats sur des injections par laser électromagnétique et les auteurs qui disaient bon, si on utilise les registres R8 dans notre programme, on a beaucoup plus de crash et violations de sécurité. On ne sait pas pourquoi. Bon, là, vous avez l'explication du pourquoi. Bon, ça conclut un peu la présentation. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Bon, ça devrait être à peu près là. Un peu rapide peut-être. On a appliqué, on a continué le travail. On a
appliquer cette méthodologie sur du code qu'on a récupéré aussi des implémentations réelles de l'AES. Par exemple, on a montré qu'il y a des vulnérabilités. Il faut faire vraiment attention comment le code est implémenté en binaire dans l'architecture. On a aussi continué le travail sur d'autres dispositifs, d'autres architectures ARM Thumb 2. Et la prochaine étape du travail sera d'appliquer ces modèles de faute sur les RISC-V. Bon. Eh bien, on peut vous applaudir. Bravo. Une conférence toute en français alors que vous êtes italien. Bravo. Voilà, maintenant, ça fait un peu j'ai l'habitude quasiment. Ah oui, mais si je restais 16 ans en Italie, je pense pas que je pense pas que je pourrais faire une conférence en italien quand même. Bon, j'ai quand même un petit accent. Hein. Ça va. Bravo à vous. On va passer aux séances de questions. Je vais aller chercher un micro en régie. Merci bien. Alors, y a-t-il des questions parmi le public ou des précisions? Parce que moi, j'en ai plein des questions, mais j'y connais bien moins que vous sur le sujet. J'en connais bien moins que vous sur le sujet. Personne? Alors moi, je vous pose... Ah, une première question, pardon. Tenez. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question, c'est sur les protections. C'est, j'imagine, au niveau des compilateurs qu'on va pouvoir agir. Alors, nous, on est en train de réfléchir à des protections au niveau matériel. Disons que la contre-mesure toute simple qu'on a définie pour cette vulnérabilité, c'est de réaligner les codes. Donc là, c'est une approche simple qu'on peut définir au niveau compilateur, tout à fait. On a vu avec d'autres injections de fautes que ce n'est pas le seul cas qui peut arriver. C'est-à-dire qu'on arrive, si les codes n'est pas aligné, on a 100% de chances d'arriver à injecter cette vulnérabilité avec les bons paramètres. Il s'agit juste de trouver les bons paramètres. Si le code est aligné, il y a d'autres modèles de faute qui interviennent, sur lesquels on est encore en train de travailler, pour lesquels la création de nouvelles instructions est encore possible, même si on n'utilise pas les mêmes mécanismes. Niveau contre-mesure, on a les... l'idée, c'est de trouver, adopter les solutions qui coûtent le moins cher. Donc, comprendre les mécanismes d'injection des fautes. S'il s'agit de quelques bascules qui est perturbé par les glitches d'horloge, qui va être très vulnérable et donc va perturber, impacter l'étape de fetch, bon, peut-être qu'en utilisant une approche redondante sur ces bascules-là, ça nous évite d'utiliser des solutions au temps de compilation. Et si par contre on voit que on devrait appliquer cette approche de redondance à toute l'architecture, bon, peut-être qu'à ce moment-là, une approche logicielle est préférable étant moins chère. L'inconvénient est que les attaques qu'on a fait et cette vulnérabilité, on l'a découverte sur des implémentations des microcontrôleurs en techno, je pense que c'était à 90 nanomètres, des ASIC. Si on veut valider des contre-mesures, il faudrait les valider sur ASIC. Et donc là, il faudrait appliquer ces mêmes fondre des architectures ARM, etc. C'est un peu compliqué de valider des architectures matérielles. Mais on a accès, grâce à l'accord Academic Agreement des ARM, au netlist. On peut faire des simulations au niveau RTL à minima. Mais encore, il faudrait avoir des simulations au niveau layout pour avoir bien les délais de propagation de tous les signaux. Et là, il faudrait taper à la porte des fondeurs, des fabricants, et ils ne sont pas tous ouverts pour ouvrir leur base de données. J'aimerais bien appliquer cette attaque sur des microcontrôleurs Intel. Je sais que la plateforme de Chip Whisperer a aussi le support pour un microcontrôleur D2000 qui maintenant il date une dizaine d'années. Sauf qu'il est impossible de trouver l'environnement de développement maintenant. Donc, si vous connaissez quelqu'un à Intel division logicielle, je suis preneur. Alors voilà, c'est tout l'intérêt effectivement du Forum international de la cybersécurité, c'est de voir partager ses compétences et ses carnets afin de pouvoir faire progresser les travaux de recherche contre le piratage. L'appel est passé. Si justement des contacts chez Intel sont présents dans la salle ou des personnes qui ont ces contacts-là, eh bien, nous pourrons continuer et pouvoir faire avancer ces travaux. Y a-t-il d'autres questions avec
le complément de cette conférence? Eh bien, je crois que... S'il y a des questions qui arrivent plus tard et vous changez d'avis, je suis aujourd'hui au stand à l'ISTEN de l'espace recherche, cabinet CyberAlps. Eh bien, bravo, merci encore. Et pour la suite du salon, évidemment, nous avons la possibilité de vous retrouver, mais également après le FIC, toutes les vidéos qui auront été captées de ces conférences seront disponibles sur YouTube. Vous pouvez également, pour l'édition de l'année dernière, retrouver toutes les interventions et toutes les conventions sur la chaîne YouTube d'InCyber. Je vous remercie encore une fois, Paolo. Bravo. Et en tout cas, eh bien, pour cette journée, nous allons continuer les présentations avec encore 3 intervenants à venir. N'hésitez pas à venir participer à l'espace du Hacking Lab. Et je vous souhaite à tous ainsi qu'à toutes un très bon forum.